sommes des experts de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif étant un concept qui émerge en France mais qui existe depuis très longtemps dans beaucoup de pays européens. Le principe est relativement simple à comprendre. Ce sont des personnes qui choisissent de vivre ensemble et de mettre en commun leurs ressources pour accompagner leur perte d'autonomie. Donc mettre en commun les temps d'auxiliaire de vie qu'ils ont à disposition pour créer une permanence de service. Ça permet de créer en fait une troisième voie entre le domicile familial ou le domicile individuel et l'établissement d'hébergement, qui est une solution à taille humaine, puisque l'habitat inclusif, c'est en général quelques colocataires qui vivent ensemble ou quelques locataires qui vivent sur un même palier d'immeuble avec des espaces communs et qui, solidairement, créent une nouvelle forme de réponse à leurs besoins d'accompagnement. Il y a 2 ans à peu près, qu'on nous a contactés justement par rapport à ce magnifique endroit pour y faire cette fameuse maison donc, qui manquait sur Revel, effectivement, au niveau de l'handicap. Nous avons été émus d'ailleurs par ce projet, porté par des gens qui sont très très concernés. Et on a voulu les aider, les accompagner à réaliser ce projet qui prend bien forme aujourd'hui. On en a parlé au conseil municipal et c'est un projet qui nous tenait à cœur, justement, par rapport à cette population qui nous touche. Et puis le lieu s'y prête et je pense que les associations ont été sensibilisées. Nous avons accompagné autant qu'on a pu dans le cadre réglementaire. Mais c'est vrai que cette association avec Equipolance et les autres sociétés construites en amont et en aval me paraissent une bonne structure. Dans tous les cas, de répondre aux attentes des familles de cette région. Ce n'est pas que Revel, c'est Revel, mais aussi notre intercommunalité et notre cadre de vie avec Saint-Ferréol à côté, avec le cœur de ville, mais aussi avec la volonté d'avoir des familles qui puissent se retrouver quand ils connaissent des moments très difficiles, d'accompagnement, non seulement de jeunes, mais également de moins jeunes. Il existe quand même des choses comme ça qu'on ne connaît pas comme nous, Equipolance, on l'a fait connaître aujourd'hui à un certain nombre de gens et que ça va continuer à diffuser. Quand on a créé Equipolance, et Bruno y a vraiment tenu là-dessus, on a créé une association participative, il n'y a pas de conseil d'administration. Et donc du coup, il a dit de toute façon, toutes les décisions devraient être prises par consensus. Donc on a beaucoup rigolé au début, et finalement c'est très très intéressant, parce que par consensus, ça veut dire qu'on discute beaucoup, mais qu'il n'y en a pas un qui va décider pour l'autre. Le projet d'Equipolance s'inscrit dans la perspective d'une solidarité concrète. Mais peut-être pourrais-tu nous dire, Bruno, plus précisément ce que propose le projet d'Equipolance. Il propose en fait à des personnes qui sont en situation de handicap, même sévère, ici, de vivre à la Théoule en partageant un très bel habitat sous le hangar, mais il n'est pas encore fait l'habitat, le hangar, et en étant accompagnés dans cet habitat, mais avec l'objectif de participer à leur mesure, en fonction de ce qu'ils sont, à la vie sociale de ce territoire de Revel qu'ils vont occuper, enfin non occuper, qu'ils vont partager, occuper. D'en devenir à leur mesure aussi, toujours à leur mesure, des citoyens à part entière. Mais attention, être dans un même lieu, dans un même territoire, ça ne garantit pas d'en faire partie. Alors pour cela, il faut aussi qu'il y ait des acteurs de ce territoire qui se mobilisent et qui entrent dans un échange avec ces personnes pour construire avec elles une vie partagée, une vie sociale partagée. Avoir son enfant dans une structure comme celle que vous proposez, c'est très novateur. Et voilà, donc nous on accueille favorablement ce type de projet. Il y a d'autres personnes qui sont dans cette situation. Moi, c'est des jumelles, des deux handicapées. Elles sont dans une structure, déjà dans une masse. Elles étaient auparavant dans une masse, d'ailleurs, où Bruno a son fils, où il est sorti très très vite.
plus de 6 mois, j'ai eu la chance de pouvoir les mettre dans une masse qui venait d'ouvrir. Le problème, c'est que ça s'est fortement dégradé au fil des années. Et aujourd'hui, bon, elles sont plus neuroleptiques, on n'avait pas besoin. J'en ai une qui a plus, on va dire, des tendances autistiques plus que l'autre. Donc ça régresse, il n'y a pas de sortie. Les seules sorties qu'elles font, c'est moi qui les finance en prenant une éducatrice à part qui me les sort 2 fois par mois, et puis tous les 15 jours. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, on avance dans l'âge. Mon papa, il vient de faire un AVC, moi j'ai fait un cancer. On ne sait pas combien de temps encore. Et on voudrait évidemment que la suite soit... Enfin, on veut partir paisiblement. En fait. Oui, c'est quand même dur d'être aidant. On ne fait pas ce qu'on veut. On l'a tous les week-ends avant qu'il y ait des vacances. On va pas où on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Enfin, voilà. Il porte des couches déjà, donc toute la journée. Il faut le changer. Quoi. Et c'est pas simple, il est quand même costaud. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'effectivement. Et moi pour l'instant. C'est très angoissant. Oui, c'est angoissant de trouver effectivement un endroit où on va les sentir bien. Oui. Parce que là, c'est vraiment l'usine à gaz. 48 résidents, des unités de 16 personnes. C'est pas. Ils sortent jamais, ils n'ont pas de médecin. Vous savez, le médecin de l'extérieur qui vient quand il est en vacances 3 semaines, donc il n'y a pas de soins, on fait aucun suivi médical, c'est nous qui sommes obligés derrière tout le temps. C'est épuisant, Là, vous venez de dire un certain nombre de choses qui vous gênent. Le nombre, le fait qu'il n'y a pas de suivi, le fait qu'on essaie de faire ici et qui peut être d'autres projets, c'est justement d'essayer de pallier à ces choses qui vous gênent. Simplement, on n'a pas une baguette magique. Oui, c'est sûr. Mais il faut, comme vous venez de le faire, il faut savoir ce qu'on n'a plus envie de faire, de trouver, pour pouvoir construire, parce que ça reste à construire, quelque chose qui ne va pas présenter ces inconvénients-là. Je suis aide-soignante en structure, je cherche à travailler autrement. Accessoirement, je suis locutrice de la LSF, si ça parle à quelqu'un. C'est-à-dire je parle la langue des signes, voilà. Oui, je trouve que vous venez de dire quelque chose de très intéressant, à savoir qu'il n'y a pas de baguette magique pour empêcher, enfin pour pallier à tout ce que les familles ne veulent plus à juste titre. Mais en face, il y a aussi des soignants qui ne veulent plus travailler comme ça. Donc en fait, la baguette magique, elle est peut-être là, c'est peut-être la rencontre des deux en fait. C'est-à-dire ces parents qui ne veulent plus de ces structures qui sont trop grandes, qui sont avec plus assez de personnel, et en face des soignants qui ne veulent plus être complices de ces, j'utilise le terme complice, c'est très fort, mais de ces maltraitances institutionnelles contre lesquelles on ne peut rien. C'est quand on n'a que 20 minutes pour faire une toilette, et ben on n'a que 20 minutes pour faire une toilette. Donc on est maltraitant dans ces cas-là. Voilà. Donc il y a des parents qui sont inquiets, des jeunes adultes qui veulent un confort de vie qui est normal, et des soignants qui veulent travailler différemment. Et la baguette magique, elle est peut-être là. Oui, alors moi je suis la maman de Simon, de Léa et de Jonas aussi, mais c'est Simon qui est porteur de handicap et qui a 32 ans. Et Simon, il est allé dans un IME à Toulouse et il partageait cet IME avec Sophie qui est la fille de Bruno et Brigitte. Et puis des années après, nos enfants sont allés en masse en milieu adulte, même si toutes les personnes qui travaillent dans ces lieux font tout leur possible effectivement pour accueillir et accompagner au mieux, mais n'empêche qu'il y a de l'insatisfaction. Et un jour, Bruno m'a dit « et si on faisait autre chose ?» Et voilà, mais c'est parti comme ça, quoi. Parce que oui, on a envie du mieux pour nos enfants et on a surtout, enfin moi j'ai envie, il ne faut pas que ça arrête et que ça résume, mais j'ai envie de mourir apaisée, c'est-à-dire de savoir que mon fils est notre fils est dans un lieu qui lui correspond, qui l'accompagne tout au long de sa vie et au-delà de ma présence, ben, pour moi c'est le must que je puisse avoir et je pense aussi pour nos autres enfants, c'est ce qui est important. Voilà. Le secteur du handicap, il s'est construit en France après la Deuxième Guerre mondiale. On a eu des familles qui sont à peu près dans la même situation que les familles de l'association Equipolant, c'est-à-dire ils ont des enfants en situation de handicap, ils voient que la société peine à offrir des choses inclusives, à offrir des situations et des solutions qui leur permettent
de se dire que leurs gamins, leurs jeunes adultes seront accompagnés jusqu'au bout, même quand ils ne seront plus là pour le faire. En 1975, on a eu la première loi sur le handicap. On a fait un choix en France, c'est de dire que le handicap doit être géré par des institutions professionnelles, ce qui a été un choix. 50 ans après, on a à peu près 400 000 places en établissement d'hébergement pour adultes handicapés. 400 000 places pour 10 millions de personnes handicapées, dont potentiellement 1 500 000 à 2 millions qui sont dépendants dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Donc des gens qui ne peuvent vivre que si quelqu'un les aide au quotidien à assumer toutes les contraintes qui sont liées à leur handicap. Le revirement qui est en train de se passer aujourd'hui, il est lié bien entendu à la loi de 2005, cette loi sur l'égalité, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a amené finalement les personnes en situation de handicap au milieu de tout le monde. On a eu des gamins en situation de handicap à l'école, et finalement tous ces jeunes qui ont vécu à l'école, aujourd'hui, ils n'ont absolument pas envie de rentrer dans une structure d'hébergement collectif qui ressemble à quelque chose d'assez impersonnel, même si évidemment ça a toute son utilité aussi. Le revirement, il est aussi lié au raz-de-marée qui va nous arriver et qui va nous concerner nous qui avons 40, 50 ans aujourd'hui. Dans 30 ans, si on ne veut pas que nos enfants soient face à une situation inextricable, il faut qu'on imagine les solutions de demain. Pourquoi? On a aujourd'hui 13% de la population âgée de plus de 65 ans. Dans 30 ans, on passera à 1/3 de la population française âgée de plus de 65 ans. Donc pour les personnes âgées, il va falloir trouver des solutions rapidement. 30 ans, c'est très court. Et dans le domaine du handicap, aujourd'hui, 90% des situations de dépendance sont accompagnées par les aidants. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut redire. Le médico-social a son rôle, mais ne représente pas la majeure partie des solutions d'accueil aujourd'hui. Et ce secteur médico-social, aujourd'hui, les pouvoirs publics demandent à ce que la réponse qui est apportée aux personnes soit plus inclusive, soit plus ouverte et soit plus adaptée. On doit changer la façon dont on amène du service aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants, parce que si on ne le fait pas, ça coûtera 4 fois plus cher à la société en termes d'hospitalisation. Quand vous avez un handicap dans une famille, ça ne concerne pas que la personne handicapée, ça a un impact évidemment sur les parents, ça a un impact sur la fratrie, tout le monde en est touché. Et je pense que c'est aujourd'hui la force de l'habitat inclusif, c'est les aidants familiaux. C'est eux qui sont en capacité de dire je suis en difficulté dans l'accompagnement individuel de mon proche, j'ai besoin de faire système avec d'autres pour créer des solutions à taille humaine, qualitatives, accessibles financièrement à tout le monde, pas simplement aux gens qui ont de l'argent. Et c'est ça qu'on fait à Famille Solidaire en fait. On croit dans cette utopie que les aidants ont une expertise qui est parfois bien supérieure à celle des professionnels. Ils ont cette exigence de temporalité. Il y a une urgence. L'urgence, c'est leur fin de vie à eux. C'est de dire, il faut que je trouve une solution pour mon proche avant que moi je ne sois plus en capacité de m'en occuper. Oui, pour certains, ça fait 5 ans qu'ils sont sur le projet. Moi, je suis arrivée un petit peu après, parce qu'il y a 5 ans, Lucas avait 15 ans et donc j'étais pas encore dans cette réflexion-là. J'ai d'abord pris le temps de vraiment regarder ce qu'il y avait derrière le projet. Je voulais vraiment m'assurer que ça correspondait aussi à moi, ce dont j'avais envie pour mon fils. Et là, voilà, ça fait 2 ans que je suis vraiment investie parce que je trouve ça génial, quoi. Je me disais que voilà, je vais le mettre là où il va y avoir de la place, quelque part, dans un endroit que j'aurais pas choisi, avec un mode de vie que j'aurais pas choisi, ni lui ni moi, et que en fait c'est comme ça parce que j'ai pas le choix. Et les autres qui sont pas des parents et qui sont des professionnels ou qui sont là, pour aussi porter ce projet avec nous, ils nous apportent beaucoup et ils nous évitent de tomber dans ces écueils-là d'auto, voilà. On parle du projet et on ne parle pas des problèmes qu'on a avec nos enfants, même si j'étais très émue aujourd'hui de voir tous les gens, tous les gens ce qu'ils nous ont dit de positif, et c'est essentiel. Et au début, on se dit ouais, nous on a envie, on sait que c'est possible et tout ça, mais est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce qu'on n'est pas en train de rêver, de dire
Et en fait, plus on en parle, et des gens qui sont pas confrontés au handicap et qui disent mais oui, mais c'est super, c'est vers là qu'il faut aller, tout ça. Alors c'est vrai que la force de l'association, c'est d'amener notre expérience et nos métiers au domicile, avec le respect de la vie privée de chaque personne dans sa sphère. Nous, on essaye de respecter au mieux, en maintenant au mieux la vie au domicile des personnes. Et de pouvoir aider autrement des gens qui sont en souffrance, chacun son métier, comme je dis souvent avec Bruno. Mais c'est vrai, nous, on est là pour intervenir au domicile, on n'est pas là pour faire de la révolution, mais au moins d'apporter tout ce qu'on peut apporter pour que les gens aient une vie la plus normale possible dans leur sphère privée. Voilà. Oui. Moi je suis persuadé que le monde du handicap d'aujourd'hui n'est pas le monde du handicap de demain. Je pense qu'on va donner plus de pouvoir aux personnes. On a juste besoin d'être entendu dans ce qu'on connaît de la difficulté de nos proches, dans l'amour qu'on peut avoir aussi pour eux, et d'avoir un système qui soit finalement où chacun soit traité à égalité. Les professionnels ont leur utilité, les familles ont leur utilité, les personnes handicapées ont leur utilité, et chacun doit trouver sa place, mais dans un système beaucoup plus respectueux et beaucoup moins pyramidal. Alors ces partenariats avec les acteurs locaux sont, comme je le disais tout à l'heure, basés sur un échange en fait. Parce que ces acteurs, les associations, dont elle a parlé, les collectivités, les services, etc., offrent des services ou des activités qui peuvent s'inscrire dans le parcours, dans les désirs, dans les attentes ici des colocataires de la Théoule. Mais les colocataires de la Théoule qui vont vivre ici proposent eux aussi un terrain et des locaux, donc ici, qui vont pouvoir servir et être utiles à ces acteurs du territoire dans la réalisation de leurs propres activités et de leurs propres objectifs. On peut accueillir ici des jardins partagés, on peut accueillir des chevaux, on peut accueillir des ânes, des gens aussi, des moutons, une association, un atelier associatif ou du secteur de l'économie sociale et solidaire, des événements culturels, festifs, des locataires parce qu'il va y avoir des logements, mais c'est dans cet échange vivant que les colocataires parviendront à réaliser une vie véritablement citoyenne. Et puis cet échange, il va constituer une expérience de solidarité concrète pour tous les gens du territoire aussi. Donc ce qu'il faut dire, c'est que ce projet ne peut exister finalement que si nous, Equipolance, on n'est pas seuls. Et si surtout, si plein d'autres acteurs ici, si vous vous emparez de ce projet, pour le faire aussi le vôtre avec les colocataires. Mais le fond de la question, c'est l'investissement et la volonté de chacun. Merci les actionnaires solidaires qui sont rentrés au capital de la foncière Famille Solidaire. Donc c'est pas une paille, hein, c'est plus de 50 personnes qui ont investi 300 000 € pour le projet de Revel. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à un petit interlude musical avec Neurodiversity Band. Comme c'est justement très innovant, on est au début de cheminement d'une impulsion et je pense justement qu'il y a tout à faire autour de ça et notamment sur la communication. Ce sont des personnes qui sont tout à fait capables de participer, même s'ils sont déficients sévères, de participer à la vie, aux activités, autre chose. On a un accompagnement tout en veillant au bien-être des personnes chez elles. Et je pense que ça c'est important à transmettre aux autres, à tous ceux qui ont envie de monter des projets. C'est qu'il ne faut pas se précipiter. Et du coup, on sait que marche après marche, on y arrive. Voilà. C'est ça la garantie du succès. C'est pas un succès, hein, c'est juste du bonheur. Ouais, du bonheur. Ouais.